Christelle. Bonjour Marie-Hélène, comment vas-tu? Mais je vais très bien, hein, comme à chaque fois qu'on se revoit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant une fois encore. Ce sont les pleurs du tout petit, hein. On va parler principalement des très jeunes enfants pour une problématique qui va toucher bien sûr tous les parents. Tous les parents vont être confrontés à un moment donné ou à un autre à ce que le bébé pleure. Je vais commencer par, te parler d'une étude que j'ai vraiment bien appréciée, qui est une très, très grande étude qui a été faite de par, tous les bébés de par le monde et qui a montré que partout dans le monde, les bébés pleurent plus les premières semaines de vie, pour, aller, crescendo, jusque 6 semaines pour aller de moins en moins, entre 6 semaines et 3 mois. C'était ce qui ressortait principalement de cette étude. Donc partout dans le monde, les parents sont confrontés à des petits bébés qui pleurent. Est-ce que tu entends ça souvent dans tes consultations, Christelle? Eh ben, ça fait 3/4 de mes consultations. Voilà. Voilà, tout est dit. Mmh. Pourquoi il pleure? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Est-ce qu'il a quelque chose? Est-ce que mon lait est riche? Est-ce que j'en ai assez? Et tout tourne autour de ça, parce que la mère se met en doute parce que son bébé se manifeste. Mmh. Oui, c'est évidemment intéressant, c'est ce qui arrive très, très souvent, c'est le pourquoi, hein. Pourquoi est-ce que ce petit bébé pleure? Il y a plus ou moins 3 axes de théorie, j'ai presque envie de dire, hein, d'hypothèses pour lesquelles le petit pleure. Est-ce que tu pourrais nous les développer, s'il te plaît? Eh bien, le petit, pleure pour, diverses raisons, mais la première, c'est d'appeler quelqu'un pour sa survie. Alors tu vas me dire, c'est assez basique et voilà, survival, mais c'est ça. Un bébé va appeler un adulte parce qu'il sait dans son disque dur que sans un adulte, bah, il naît très immature et donc il a besoin de quelqu'un pour l'aider à se déplacer pour aller jusqu'au sein ou jusqu'au biberon, à, quelqu'un qui vient le couvrir ou le découvrir pour, la sécurité physique et aussi pour ce troisième besoin, gros comme une maison, ce besoin de, sécurité émotionnelle. Voilà, donc c'est déjà tout un programme, hein. On entend bien que, il n'y a pas que, un bébé qui pleure parce qu'il a mal. Je vais le dire aussi, aussi directement que ça, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on entend très, très souvent. «Est-ce que vous êtes sûre madame qu'il n'a pas mal?» On n'est jamais sûr, ça je pense que c'est quand même quelque chose, à dire, hein. Bien sûr qu'il y a, parfois des problématiques médicales, et donc voilà, ça vaut la peine bien sûr d'aller vérifier auprès d'un médecin si les parents ont des doutes. Mais de manière générale, il y a aussi beaucoup de pleurs inexpliqués du nourrisson. Donc voilà, on parle de pleurs inexpliqués. Toujours, même la science ne sait pas pourquoi certains bébés par moment pleurent. Donc nous n'avons que des théories qui pourraient aider à comprendre ce tout petit. Mais il y a quand même des moments de la journée où l'enfant va, plus s'exprimer. Dis-nous un petit peu. Eh bien, les mamans le sentent déjà en fin de grossesse que ce bébé gigote plus dans leur ventre, la soirée et une partie de la nuit et elles connaissent le rythme de leur bébé. De temps en temps, il y en a une sur, une vingtaine qui me dit: «Non, le soir, ça va». Et donc, c'est à d'autres moments, voilà. Mais, il y a des bébés calmes, il y a des bébés, déjà, plus remuants. Ça, c'est le tempérament, c'est le caractère. Et un bébé qui, s'exprime, comme, un voilà, un petit, Alexandre le Bienheureux, j'aime bien ce terme-là parce qu'il est pépère et s'il a un besoin, il va le montrer, mais enfin tout doucement. Et puis il y a, Arthur le Conquérant qui lui, va pas se laisser mourir de faim, il va ameuter tout le quartier. Et c'est le tempérament et le besoin est le même à la base. Donc voilà comment aussi ces bébés-là, par leur tempérament, peuvent solliciter leurs parents de sorte de, plus ou moins, les inquiéter ou plus ou moins les alerter sur leurs besoins et donc c'est ça que à la rencontre, à la naissance et pendant les premiers jours, la première semaine, ben, on apprend à se connaître en fait, hein. Oui. Ce qu'on voit, c'est que je veux dire, les pleurs d'un nouveau-né sont programmés pour mettre les adultes en alerte. Donc, c'est ce qu'on entend dans la rue au quotidien. Oh, le petit bébé qui pleure. Donc, nous sommes, nous tous adultes aussi, programmés pour aller aider et pour prendre soin de ce tout petit. Et donc, ça va provoquer chez l'adulte un mouvement empathie, sympathie pour aller soutenir ce tout petit.
Par rapport à un parent, c'est donc entendre que c'est normal, qu'on a envie de répondre aux pleurs du nouveau-né, mais ça ne va rester un sentiment positif tant que le parent se sent compétent dans cette réponse. Donc à un moment donné, si le parent se sent incompétent et a l'impression qu'il est dépassé par les pleurs de ce tout petit, alors en effet, ça va commencer à devenir quelque chose d'un peu plus, embêtant et dangereux pour le parent aussi. Il se sent alors, impuissant et ce sentiment d'impuissance est terrible parce que, la mère et le père sont programmés pour s'occuper de ce petit et ils n'ont pas la solution. Donc, ça peut être, le cas quand, les pleurs persistent. Au-delà des gestes de maternage qu'ils font avec une patience d'ange et pendant des heures sur la journée, et à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Comment sont les parents? Parfois, ils sont dans, un questionnement profond sur leurs compétences, ils s'énervent, ils s'agitent, ce qui fait monter la spirale du stress, dans la maison entière et donc, à un moment donné, on peut en avoir vraiment un petit peu, assez de cette situation. Il y a des parents qui, tombent dans ces moments d'énervement qui peuvent être, tout à fait compréhensibles après plusieurs heures de pleurs d'un bébé inconsolable. C'est assez terrible pour un parent d'entendre ça. Pas une demi-heure puisqu'on on a des bébés qui s'expriment, le soir ils déchargent, voilà, il y a des moments où ils s'expriment plus. Mais quand on n'arrive pas à les calmer, le parent peut penser à, voilà, à mettre l'enfant en sécurité s'il se sent énervé et à demander, de l'aide. Peut-être consulter le pédiatre, peut-être aller voir le traitant. En parler de toute façon, ça fait du bien pour partager ce fardeau, où il ne se sent pas bien du tout, ce parent, hein. Oui, je pense que la notion, dont nous avons déjà parlé de passer le relais est vraiment importante. Comme je te disais, comme je travaille en crèche, on en discutait vraiment encore avec des percutrices dont c'est vraiment le métier, de l'importance de passer le relais. Même en ayant énormément de patience, avec des enfants qui vont demander beaucoup plus d'attention, par moment, passer le relais. Donc en crèche, c'est-à-dire, demander à la collègue: «Voilà, est-ce que tu peux maintenant t'occuper de cet enfant-là?» parce qu'il faut le balader, le distraire, ou sinon il s'exprime très haut, très haut, très fort en disant que, voilà, ce bébé hurle en disant: «Mais s'il vous plaît, montrez-moi le monde». Et il suffit entre guillemets de le balader et il est content, mais il suffit quand c'est 8 heures d'affilée et c'est vraiment très fatigant, parce que c'est un petit dormeur bien sûr, hein. Donc je veux juste dire que ça peut vraiment mettre à mal, toute notre réserve de patience que nous avons en tant qu'adultes et que c'est encore on est encore dans de la normalité d'un bébé qui va bien parce qu'il voilà, le fait qu'il soit distrayable montre que donc il n'est pas dans une logique de douleur, mais que malgré tout, cet enfant-là va demander beaucoup d'énergie à l'adulte et ça, comme tu dis, c'est juste le tempérament, c'est juste un petit bonhomme, qui serait bien en fait, s'il était promené toute la journée. En fait, il faut expérimenter ce qui fonctionne avec son bébé et Oui, le partager à, voilà, aux péricultrices, lors de ce premier rendez-vous en crèche, avant la familiarisation pour dire: «Beh, voilà, son petit tempérament, il y a ceci, il y a cela» et les péricultrices peuvent apprendre plus rapidement, prendre un contact plus rapide avec ce bébé-là qui est pas le bébé d'à côté. Donc ça peut être intéressant aussi d'inviter les parents à cette première séance à s'exprimer là-dessus parce qu'ils pensent qu'ils peuvent rien dire, ils sont déjà contents d'avoir une place, hein, c'est c'est déjà ça. toute une affaire, oui. Mais voilà, donc moi je vois parfois des parents qui arrivent vraiment, ils me disent: «Mais on s'attendait pas à ce que ce soit si, maternant, si en besoin de maternage, un bébé» et on vit un petit peu, voilà, au jour le jour, bah, les premières semaines, c'est comme ça. Donc avec les bébés, on peut avoir des bébés sacs à main, comme je les appelle, hein. J'avais un de mes 2 enfants qui était vraiment 2 contraires et il était hyper facile et puis, mon deuxième enfant ne l'était pas du tout et c'était en fait le tempérament qui était complètement inversé, c'était tout. Mais voilà, il faut juste accepter ça, se dire qu'on fait du mieux qu'on peut, 1er accord Toltec, hein, ne jamais présumer de rien, ne présumez pas vous les parents que, vous êtes un parent, inadéquat, que vous manquez à quelque chose, vous faites du mieux que vous pouvez. Encore un bel, accord à retenir, et puis voilà, on fait, les premières semaines un petit peu ses griffes, hein, sur son premier enfant, ça, c'est sûr et certain. Donc mais en parler, ça fait du bien. Donc de partager ça avec son compagnon,
ou parce que le moral est dans les chaussettes. Je veux rappeler ici peut-être un petit aparté sur, le moral qui traîne, le baby blues qui traîne, ça n'existe pas. Donc si d'aventure il y avait un moral qui n'allait pas après une quinzaine, 3 semaines à tout casser après la naissance, j'invite les mamans à en parler. Il y a des petites, échelles, sur le net toutes simples, échelle d'Édimbourg pour aller voir, tiens, où j'en suis, dans, mon moral. C'est pas un diagnostic, c'est un test pour voir, où on en est et le refaire 15 jours, 3 semaines après, par exemple. Et si on voit que ça va mieux, ah ben voilà, et si ça va pas mieux, on prend contact. Il y a des gens qui sont là pour ça et au plus vite on rebondit avec cette personne, dont c'est le métier, au plus vite tout va bien aller se mettre en place. Tout à fait. Je pense vraiment que le message, c'est revenir à une phrase que nous aimons bien tous les deux, qui est tester, expérimenter et voyez ce qui fonctionne avec cet enfant-là. Et donc, on entend souvent, ah oui, même mon aîné, je le mettais sur la machine à laver et ça l'endormait. Et puis, j'ai fait ça avec le deuxième et il devenait tout rouge et hurlait de plus belle quand on le mettait sur la machine à laver. Donc, voilà, ce qui marche avec l'un ne marche pas avec l'autre. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de petits trucs et astuces qui sont bien sûr tous les gestes de maternage, qui sont l'écharpe, le portage, contenir, hein, vraiment rassurer le bébé avec ses bras, diminuer les stimulations. Quand en plus on est le soir, quand les deux grands jouent du foot dans la cuisine, que le chien aboie, et en plus le bébé hurle, à un moment donné, qu'un des parents aille dans une pièce plus calme, on diminue la lumière, on met un peu de musique classique, n'est-ce pas? De musique douce, on respire à fond et ça va déjà aussi en général aider la situation et aider ce tout petit à retrouver son calme. Il y a plein de petits trucs comme ça et je trouve que les parents peuvent parfois et même très souvent, être très, très créatifs sur, ce qui marche, ce qui ne marche pas, telle musique, Mais il y en a qui ne s'autorisent pas ça et tu je riais là il y a une minute parce que ce que tu dis me fait écho à une consultation que j'ai eue, hier, ou aujourd'hui, et cette maman en fait ne s'autorisait pas à se reposer. Il y avait trop de choses à faire dans la maison, mais le dernier, il a que 20 mois, et le monsieur était juste à côté de madame et disait, «Tu vois, tu dois te reposer, hein». En fait, il lui avait tout dit déjà, mais elle ne le faisait pas. Je dis: «Mais vous avez certainement des amis, le parrain, la marraine, il y a quelqu'un qui va venir vous aider et vous mettez vos boules caisses, vous allez dormir parce que votre petite, elle est en sécurité dans les bras d'un autre. Si elle a mangé, vous pouvez les lui donner si vous avez une personne de confiance» et voilà, mais elle avait du mal à faire ça. Donc à un moment donné, on a besoin, c'est, une obligation et parfois je le je leur dis: «Prescription de la sage-femme, repos, 3 fois 1 heure de sieste aujourd'hui». Voilà, parce que si on est fatigué, on n'arrive même plus à réfléchir. Je pense aussi qu'il y a vraiment une injonction très forte par rapport au rôle du père et de la mère en tant que personne unique et inestimable pour le bébé. Alors bien sûr que les parents sont très importants, je suis la première à le dire, mais il faut tout un village pour élever un enfant. Et donc à un moment donné, si un petit bébé a besoin d'être bercé, ben, il a besoin d'être bercé par des bras bienveillants, aimants. Et si ce n'est pas ce jour-là, papa et maman qui chantent un peu de musique douce dans les bras pendant 1 heure au soir, cet enfant ira tout aussi bien. Son besoin de base, c'est d'être bercé, d'être promené, d'être bercé en douceur. Et ça peut être d'autres personnes que les parents. Et là, je trouve qu'il y a une pression énorme sur des mamans, ouais, très souvent des mamans. Ils disent, oui, mais alors, il saura que ce n'est pas moi, il n'aura pas mon odeur, il n'aura pas. Bien sûr qu'il n'aura pas, mais c'est ça aussi grandir et de se rendre compte que les bras, j'ai toujours de mamie, de la voisine, de la grande-tante, sont tout aussi confortables aussi pour de temps en temps aller faire une petite promenade, aller faire un tour en poussette ou en maxi-cosy. Et que Alors l'enfant ira tout aussi bien en fait. exact. Ça pourrait être intéressant quand même pour cette personne qui va garder, ce poupon pendant, 1 heure, 2 heures, 3 heures ou plus, c'est d'avoir en main la maîtrise de ce moyen, de portage, de voilà, quelque chose, un outil pour, pouvoir materner ce bébé, hein, à part ses bras pour pouvoir quand même aussi aller le déposer pendant 10 minutes et puis pouvoir le reprendre. Et donc ça, c'est parfois un écolage à faire simplement avec le petit groupe autour de la maman, c'est tous ces petits piliers qui peuvent l'aider
et de dire, voilà, parce qu'elles ont peur de donner leur bébé. Elles ont voilà, elles disent: «Il y a que moi qui sais combler ses besoins» et grosso modo, elle a bien raison, elle sait le faire toute seule. Mais dans les situations où ça dérape parce que, eh bien, il faut pouvoir, un petit peu partager ce bébé à de petits moments et avec des petits moyens pour le materner plus facilement. Oui, non, tout à fait. Je pensais à des 20 minutes au début, tu sais? Enfin, juste voilà, c'est le début, ne fût-ce que, d'aller, promener un peu, un peu, petit à petit, comme on dit, c'est aussi un apprentissage, de pouvoir, se séparer tout en douceur, mais je parle de minutes, au début pour, petit à petit, apprendre à cet enfant qu'il y a aussi le reste du monde, par rapport à ses parents. Il y a aussi ses parents, mais il y a aussi plein de gens qui sont en général, bienveillants autour et qui sont prêts, à aider les parents, à prendre soin de Il faut oser demander, hein, parfois c'est juste ça et on est dans ce siècle de l'indépendance, de l'autonomie, on pense même parfois que le bébé devrait être autonome, c'est ah oui, c'est impossible. Combien de temps un bébé ne saurait pas, survivre, au bas mot, super bas mot, où il ne sait pas se déplacer d'un point A à un point B, pour aller manger une tartine qui traînerait dans un coin, beh, c'est, autour de 7-9 mois, peut-être, 1 an. Donc, un petit homme ne survit pas point à la ligne, sans un autre adulte, pendant des années. Mais voilà, dans mon cas de figure ici où je viens d'être très extrémiste, hein, dans ma tartine qui traîne là, voilà, c'est ce début-là où ce bébé peut aller d'un point A à un point B et commencer à devenir un petit peu plus autonome, en mobilisation. Voilà. tout Donc ça à ne fait, répond pas aux besoins du bébé pour, 20 minutes, un quart d'heure, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais ça doit être relativement occasionnel. Si c'est des pleurs répétés ou on n'en sort pas malgré le maternage, bien, il y a des soignants dont c'est le métier et tu en es une. Tu es, coach parental, Marie-Hélène et je pense que vraiment, les parents trouvent plein de bonnes, paroles d'abord d'apaisement parce que le parent a besoin d'être soigné de ce qu'il a vécu aussi, d'être accueilli dans ce qu'il a envie d'en dire, de l'écouter. Parce qu'ici on parle beaucoup, mais on s'écoute l'une l'autre et l'écoute est vraiment primordiale dans ces consultations où ils disent, et ça sort et ça fait du bien parce qu'on dépose ça sur la table, puis on le regarde et on se dit: «C'est quand même pas si grave», mais non, ça va aller, on va s'en sortir et puis les petits trucs, et astuces d'une coach ou d'une psychologue ou d'un pédiatre ou d'un médecin traitant qui va, dire un truc, il dit: «Ah, j'avais pas pensé à ça». Ah ben oui, quand on est comme ça devant, l'arbre, on ne voit plus la forêt, c'est sûr. Donc voilà. tu oublies les sages-femmes et bien Et sûr les oui, les sages-femmes. sages-femmes, sages-femmes présentes, toujours prêtes. Oui, oui. Donc il y Donc a un bien beau sûr, monde autour des parents, c'est ça, hein. Ils doivent juste, ne pas avoir peur de demander de l'aide. tout à fait. Eh bien, nous allons clôturer sur ces belles paroles et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain podcast. Au À revoir. bientôt. Au revoir Marie-Hélène.